Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, réalisateur du film Pourquoi l'Ukraine ? Je vous présente comme ça ce soir parce qu'on verra dans un instant des extraits de ce documentaire qui sera diffusé la semaine prochaine. Merci d'être avec nous. Bonsoir colonel Goya, je vous laisse le temps de vous installer. Merci. Merci d'être avec nous également, consultant de BFM TV pour les questions de défense. Nelson est là avec nous également parce qu'on verra dans un instant la toute dernière enquête sur la fortune de Vladimir Poutine. Les dernières informations avec une fortune estimée à combien aujourd'hui ? 4,5 milliards pour le moment, mais c'est sous-évalué évidemment. Bon, 4,5 milliards, on verra ça. D'abord, Bernard-Henri Lévy, évidemment, c'est l'information de la soirée. Moment historique de cette entrée de l'Union européenne. C'est une victoire pour Zelensky et pour les Ukrainiens. Et pour l'Europe. Et pour l'Europe. Je crois que l'entrée de l'Ukraine, enfin la perspective d'entrée, vous avez raison, elle est candidate. En Europe, c'est aussi une bonne nouvelle pour l'Europe. Ça sera un vent nouveau pour l'Europe. Ce seront des femmes et des hommes pour qui les valeurs européennes ont un sens très fort qui, le jour venu, nous rejoindront. Donc c'est bon pour eux, mais je crois que c'est bon pour nous aussi. On voyait Zelensky. Zelensky se bat depuis le début de cette guerre, notamment pour cette entrée dans l'Union européenne. Qu'est-ce que vous dites ? Que c'est aussi un signal envoyé à ceux qui se battent sur le terrain ? C'est un but aussi pour ces combattants-là, les combattants ukrainiens ? Bien sûr, parce que vraiment, pour ce film dont vous parliez tout à l'heure et qui sera diffusé dans quelques jours sur Arte, j'ai pas mal circulé parmi ces hommes sur ces lignes de front et c'est une des choses que j'ai le plus entendues. Nous sommes des Européens par le cœur, nous sommes des Européens par les valeurs et reconnaître notre combat, c'est reconnaître que nous sommes Européens. C'est une chose que j'ai entendue si souvent. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré Zelensky, c'est aussi dans mon documentaire. On verra un extrait tout à l'heure. En 2019, une des premières choses que m'a dit Zelensky, c'est nous sommes Européens par la géographie, mais aussi par l'esprit. Donc pour les Ukrainiens, c'est une évidence. C'est un dû. C'est pas un élargissement de l'Europe, c'est un recentrement autour d'un des pays, l'Ukraine, qui en est un des centres vibrants. Il y a autre chose également. Ce soir, Emmanuel Macron dit que c'est un signal clair vis-à-vis de la Russie. Bien sûr. Cette solidarité européenne vis-à-vis de l'Ukraine. Oui, ça veut dire que l'Ukraine est en train de venir sous la protection de l'Europe, bien sûr. Cette Ukraine dont vous l'avez dit si souvent ici, dont Poutine pensait ne faire qu'une bouchée, dont il pensait qu'elle était peuplée de sous-hommes et qu'ils étaient totalement isolés, bien aujourd'hui, l'Europe vient en renfort de l'Ukraine. C'est le sens clair de ce message et le président de la République a raison de dire que le message de ce soir est cohérent avec ce soutien que la Grande-Bretagne, la France et l'Europe en général lui ont apporté depuis les premiers jours. Et pourtant, Bernard-Henri Lévy, que de chemin parcouru, parce qu'il n'y a pas si longtemps, au mois de février, lorsque le président s'est rendu successivement à Moscou et à Kiev, juste avant le début de l'invasion, le président lui-même et à peu près une grande partie des dirigeants européens jugeaient totalement impossible de retenir, de donner le statut de candidat à l'Union européenne. Donc il a vraiment fallu la guerre, il a fallu Mariupol, il a fallu le Donbass, il a fallu presque, je sais le nombre de morts, de soldats morts par jour. Sévérodonetsk, les dizaines ou aujourd'hui les centaines de morts. C'est quand même Zelensky, seul contre tous, qui nous a mis au pied du mur. Personne, pas au pied du mur, nous a amenés à l'évidence, c'est-à-dire devant le fait que l'Europe a un ennemi aujourd'hui, acharné à sa perte, qui est Vladimir Poutine. C'est un ennemi. Un ennemi. Vladimir Poutine est l'ennemi de l'Europe, très profondément. Le projet doctrinal, politique de Poutine et de ceux qui l'entourent, ça va bien au-delà de l'Ukraine. Ils appellent ça un projet eurasiatique, mais qu'ils présentent comme une alternative à l'Union européenne et à ses valeurs, à l'Europe démocratique et libérale. Donc tout ça, on ne voulait pas l'entendre jusqu'à février dernier. On ne voulait pas entendre non plus que la guerre allait éclater. Personne ne la voyait venir, enfin, ou rares étaient ceux qui la voyaient venir. Là, aujourd'hui, on est en face de cette sauvagerie. Et ce qui était donc inimaginable autrefois, c'est-à-dire cette procédure d'urgence, d'engagement vis-à-vis de l'Ukraine,
Est-ce que ça va pas contre l'histoire? Parce que l'Ukraine, historiquement, est tellement liée à la Russie que là, c'est un détachement, j'allais dire, contraire à l'histoire de cette région et de ces deux pays. L'histoire de l'Ukraine, elle est tellement plus compliquée que ça. Elle a été colonisée par la Russie, Bien sûr. mais elle a été liée à l'Europe centrale par des liens beaucoup plus forts à l'époque où l'Ukraine naît et où la Russie n'existe pas encore. À l'époque de Yaroslav le Sage, en ce temps-là, l'Ukraine est européenne. Elle n'est pas slave, elle n'est pas russe avant la lettre. Donc, encore une fois, comment dire, Milan Kundera avait autrefois une formule à propos de l'Europe centrale. Il parlait d'une Europe kidnappée et qu'il fallait libérer. La Pologne, la Tchécoslovaquie, etc. Eh bien, l'Ukraine, c'est aussi un bout d'Europe kidnappée qui, le jour où il rejoindra le giron européen, sera libéré. Colonel Goya, j'ai une question technique. Il y a un devoir de solidarité, même militaire, entre pays de l'Union européenne. Oui. Est-ce que le fait que l'Ukraine devienne candidate à cette union très officiellement, ça change techniquement quelque chose et ça impose aux pays de l'Union encore plus de solidarité? Non. Techniquement, non. Là, il y a effectivement un article du traité de Lisbonne, traité de l'Union européenne, qui est l'article 72, si je me souviens bien, qui est un peu l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN et qui impose un devoir d'assistance mutuelle, d'aide mutuelle en cas d'agression. Mais ça, c'est pour les États membres, déjà membres. Donc, ça ne s'applique pas aux États candidats. Donc, il n'y a pas de solidarité particulière, en tout cas imposée par traité. Il peut y avoir une solidarité morale, incontestablement, mais... qui est déjà là, même en soutien en termes d'armement, on va en reparler. Si vous voulez, il n'y a aucun accord actuellement ou à venir qui lie les pays occidentaux, notamment la France, à l'Ukraine. Bernard-Henri Lévy, il faut le dire ce soir, ce processus qui démarre ce soir même, c'est un processus qui va être long, qui peut durer des années. L'Ukraine n'est pas prête à entrer dans l'Union européenne pour l'instant. Zelensky et les Ukrainiens le savent, notamment parce qu'il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas remplis, par exemple en termes de corruption. L'Ukraine n'est pas prête, il faut le dire ce soir. Bien sûr. Donc cette décision d'aujourd'hui aura un autre avantage, un autre mérite, c'est qu'elle va accélérer les choses en Ukraine. Bien sûr il y a une aspiration du peuple ukrainien à la transparence, à l'état de droit. Eh bien, cette aspiration-là, il lui sera répondu plus vite probablement que ça n'aurait été. Zelensky avait d'ailleurs, avant la guerre, promulgué une loi anti-oligarque qui était assez rigoureuse et assez ferme, mais contournée. Eh bien, elle le sera moins. Si l'Ukraine veut entrer en Europe, ce que je crois elle veut profondément, ce qui est l'un de ses plus ardents désirs, elle se mettra en règle plus vite qu'on ne le pense, avec les principes qui sont au cœur de nos institutions européennes. Il aura fallu, colonel Goya, attendre 120 jours de guerre pour arriver ce soir à cette candidature de l'Ukraine. L'Ukraine qui, il faut le dire, parce qu'on a un peu perdu le fil ces derniers jours du fait de l'actualité politique en France, l'armée ukrainienne qui est en difficulté sur le terrain en ce moment, notamment dans l'est du pays. Oui, effectivement, on assiste à un grand bras de fer en réalité, une guerre d'usure, une opposition extrêmement forte qui se focalise sur une partie très précise du Donbass, qui est l'objectif affiché des Russes. Donc on voit sur la carte ces fameuses villes, Survansk, Kramatorsk, Severodonetsk et Lysychansk. Ce sont les 4 objectifs des Russes. Et là, ce qui se passe très concrètement, c'est que dans toute cette région de Severodonetsk et Lysychansk, les Ukrainiens sont en passe d'être encerclés. Ils sont dans une poche. Les Russes ont progressé au sud et les Ukrainiens sont dans une situation délicate sur le terrain. Ils auraient pu éventuellement se replier de cette région. Ils ont choisi de la défendre à tout prix. Ils ont même envoyé des renforts. Et donc, très concrètement, vous avez un quart de l'armée ukrainienne qui se trouve dans un carré de 50 km sur 50 et qui peut éventuellement être encerclé. Et c'est vraiment la question qui va se poser dans les semaines à venir. C'est là que tout va se jouer. Si c'est le cas, ce sera une défaite très lourde pour les Ukrainiens. S'ils résistent, eh bien, ils peuvent peut-être attendre l'usure et l'essoufflement de cette offensive russe. Donc tout se joue actuellement dans cette région. La situation est difficile, compliquée. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, dit aujourd'hui précisément il faut que les Ukrainiens tiennent, que les Russes s'essoufflent et à un moment donné, ça se renversera, la vapeur s'inversera. Est-ce que vous pensez encore que les Ukrainiens peuvent résister et arriver à ce point où les Russes s'effondreront? On a plutôt l'impression aujourd'hui
que c'est l'inverse qui peut se produire à tout moment? Les Ukrainiens résistent, ça c'est un fait. Encore une fois, il était prévu par toutes les chancelleries, y compris par les Américains, lorsque Biden, au premier jour de la guerre, avait proposé une exfiltration à Zelensky. Il était prévu que la guerre ne dure pas. Ça fait 100 et quelques jours, elle dure toujours. Donc les Ukrainiens résistent. Dans certains cas, ils contre-attaquent et ils l'emportent. Ce fut vrai à Kiev, ce fut vrai à Mykolaïev, c'est vrai sur les fronts du Sud que nous avons filmé avec Marc Roussel pour notre documentaire à Oulaï-Polé, où les Ukrainiens contre-attaquent et avancent. Donc c'est un peu plus que de la résistance. Après, Boris Johnson dit, et il a raison, pas qu'il faut que les Ukrainiens résistent, qu'il faut les aider à gagner. Voilà, ils résistent. Après, est-ce que nous sommes décidés, nous, Européens de l'Europe heureuse et prospère et libre, à les aider ou pas? Si nous les aidons, je pense en effet qu'ils peuvent toujours l'emporter. On va entendre Poutine dans une seconde. Simplement, vous disiez Poutine est l'ennemi de l'Europe. Quel doit être pour vous le but ultime des Ukrainiens, mais surtout des Européens? Est-ce que le but ultime, ça doit être d'une manière ou d'une autre, de renverser Poutine? Ça doit être, pas d'une manière ou d'une autre. Le but ultime, selon nos intérêts et selon l'honneur, c'est que Poutine recule, que Poutine soit défait en Ukraine et qu'il capitule. Après, ce qui arrivera en Russie, c'est l'affaire, au sens le plus noble du terme, du peuple russe. Mais pour l'heure, pour nous, Européens, et pour nos frères ukrainiens, le but de guerre raisonnable et honorable, c'est que la Russie revienne au-delà, en deçà des frontières d'avant le 24 février. Ça me paraît évident. Ou alors quoi? On donne une prime à l'agression, à la violence, on se lave les mains du sang de Boutcha et de Borodianka. Ça me paraît de l'ordre de l'inacceptable. Donc le but pour nous, c'est ça, c'est que la Russie capitule. Quel est le chemin, colonel Goya, pour arriver à ça? Qui est le même but affiché aujourd'hui, encore une fois, par Boris Johnson, qui dit qu'il faut revenir au moins aux frontières du 24 février, avant la guerre, et donc faire reculer les Russes. Quel est le chemin pour ça aujourd'hui? Il faut que le rapport de force change sur le terrain. Et il ne peut changer qu'avec notre aide, enfin l'aide occidentale, et particulièrement l'aide américaine, en réalité. Enfin, il y a trois facteurs. Il y a notre aide, il y a la vaillance des Ukrainiens, et puis il y a, c'est un point que souligne Boris Johnson dans l'entretien du Monde, l'état du moral de l'armée russe. Et Boris Johnson fait état d'informations que vous connaissez bien, sur l'état désastreux du moral des militaires russes, qui ne savent pas pourquoi ils se battent. Quand on ne sait pas pourquoi on se bat, on se bat mal, on ne va pas à la confrontation et on a un handicap défavorable par rapport à d'autres qui ont avec eux le courage et la vaillance. Non, le fait est qu'actuellement, militairement, les Ukrainiens ne sont pas capables de repousser les Russes au-delà des frontières du 24 février. Ils le seront peut-être au bout d'un moment lorsque notre aide portera ses fruits. Ils ont effectivement le courage, ils ont les hommes mobilisés, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas parce que les Russes sont matériellement plus forts, tout simplement. Et donc ça peut prendre du temps. C'est-à-dire que là, on est dans une phase où notre aide, c'est la première phase de l'aide, en fait. C'est celle où on a épuisé un peu tous les stocks et on arrive un peu en limite. Et donc, la deuxième phase de l'aide, c'est le moment où il y a toute notre industrie qui se met en branle et qui peut alimenter sur la longue durée et à plus grande échelle l'armée ukrainienne. Mais ça, c'est pas tout de suite. Ça va prendre du temps. Ça va prendre au moins jusqu'à la fin de l'année. Et donc là, oui, effectivement, le rapport de force pourra éventuellement basculer. De la même façon que la Croatie, par exemple, a récupéré les provinces des Krajina en 1995, une fois que le rapport de force a été changé. Et pendant ce temps-là, Poutine cherche en tout cas à bâtir un réseau d'alliés, notamment avec des pays comme l'Inde, comme la Chine. Il s'est adressé à eux aujourd'hui lors d'un sommet virtuel. On écoute le président Poutine. Ce n'est qu'en se basant sur une coopération honnête et mutuellement avantageuse que l'on peut chercher des issues à la situation de crise qui frappe l'économie mondiale à cause des actions égoïstes et irréfléchies de certains pays. Poutine s'adresse au Brésil, à la Chine, à l'Inde, etc., qui sont des pays qui ne sont pas forcément dans le même état d'esprit que nous, que vous. Quand vous dites ce soir, l'Europe a un ennemi, c'est Poutine, ces pays-là ne vous disent pas ça aujourd'hui. Mais non, parce que pour certains d'entre eux, ils ont le même ennemi.
La Chine, par exemple, la Turquie, l'Iran, et d'autres. Il y a un axe, en effet, anti-occidental, anti-libéral, hostile aux démocraties, et cela, assez naturellement, se rallie à Poutine. C'est pour ça que cette histoire ukrainienne elle est importante d'abord à cause des Ukrainiens qui meurent tous les jours. Mais elle est importante en termes de civilisation. C'est vraiment, je crois, deux conceptions de l'Europe, deux conceptions du monde qui s'affrontent là. Voilà, il y a la conception, la manière dont les Chinois, les Russes ou les Iraniens voient le 21e siècle et la manière dont nous, vieux Européens, la voyons. Vous disiez tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle pour l'Union européenne. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait le sentiment que les critères à la candidature étaient très objectifs, technocratiques. Il y avait le critère géographique, des critères économiques et même les critères qui tenaient à l'absence de corruption ou à l'efficacité de l'état de droit. On avait l'impression que c'était moins pour des raisons de valeur que pour des raisons d'efficience de l'organisation étatique. Avec cette décision qui est éminemment politique, d'accepter l'Ukraine comme candidat, on change de paradigme. Finalement, l'Union européenne assume un rôle de valeur, un rôle de porter un peu de la chair, enfin de mettre de la chair dans sa structure et de défendre aussi ses intérêts géopolitiques, clairement, dans un échiquier mondial où les rôles maintenant sont très clairement répartis. Donc finalement, est-ce que c'est pas une chance pour l'Union européenne? Oui, attendez. D'abord, le droit et la démocratie, c'est pas de la technocratie, c'est en effet des valeurs. Donc, oui, mais ça n'a pas toujours été présenté comme ça. On a l'impression que c'était. Eh bien, on avait tort. Si on considérait les règles de l'état de droit, les exigences de transparence comme une affaire technocratique, on se trompait. C'est une question d'éthique et de valeur, premièrement. Et deuxièmement, il ne nous est pas interdit non plus de penser à nos intérêts de peuple libre. Voilà. Et en effet, il me semble, lorsque l'on écoute ce qui se dit à Moscou, ce qui se dit à Pékin, ce qui se dit à Téhéran, il faut être naïf, aveugle et sourd pour ne pas voir que ces gens sont nos adversaires, sont nos ennemis et qu'ils sont ligués. Et c'est ça qui est intéressant dans cette affaire ukrainienne, c'est que malgré leurs différences historiques, qui sont très nombreux entre la Turquie et la Russie, il y a des guerres très anciennes, eh bien aujourd'hui, ce qui les cimente, c'est la haine qu'ils ont de notre manière de vivre, la liberté des femmes, la liberté de la presse, l'état de droit. Voilà. Donc il y a une sorte d'union sacrée de ces régimes illibéraux contre les valeurs européennes. Vous êtes allé en Ukraine, Bernard-Henri Lévy, pendant cette guerre. Vous en ramenez un documentaire, Pourquoi l'Ukraine, diffusé la semaine prochaine, mardi prochain sur Arte. On regarde le début de la bande-annonce, on en parle juste après. L'Ukraine, en ce début de guerre, retient son souffle. Elle ne sait si elle va vivre ou mourir. Volodymyr Zelensky lance la contre-offensive la plus inattendue de l'histoire militaire moderne. Потому что сильный человек добивается мирного урегулирования. Слабый человек идет на риск и идет в войну. Ça commence par une mise au point, ce film, Bernard-Henri Lévy. Vous dites tout de suite, personne n'a humilié Poutine. Personne n'a humilié Poutine. Et quand vous posez la question, pourquoi l'Ukraine? Pourquoi cette guerre? Pourquoi l'Ukraine? Vous dites, d'abord, on écarte cette hypothèse-là, personne n'a humilié Poutine. Bien sûr. Tous les gens sérieux le savent, l'Europe et les États-Unis, depuis 2002, ont multiplié, et même avant d'ailleurs, depuis les années Yeltsin, ont multiplié les gestes de bienveillance, les mains tendues, les propositions de reset, d'association, de partenariat stratégique à la Russie. C'est l'inverse. Et la Russie n'a cessé de repousser cette main tendue et d'humilier ses partenaires occidentaux. Donc, cette histoire d'un Poutine encerclé, humilié, qui aurait fini par perdre patience et par éliminer une menace imaginaire à ses frontières avec l'Ukraine, c'est une fable et inventée par Poutine, et nous avons tort, je crois, parfois de tomber dans ce piège. Vous dites que la raison de la guerre, c'est que Poutine ne supporte pas une démocratie à ses portes notamment. Vous montrez les images, vous rencontrez en 2019 Volodymyr Zelensky et vous lui parlez évidemment de Poutine. Do you think that you could make him laugh? Or is he incapable to laugh?
I think he can. You could make him laugh. I don't want, but I can. It can be an argument. Yes. In diplomatic arm wrestling. Arm wrestling, yes. It could be an argument. It can be. Zelensky, c'est le héros de la guerre, c'est le héros aussi de votre documentaire. Oui. Quelle part il a dans ce qui arrive aujourd'hui à l'Ukraine? Une part immense, parce que moi, je suis de ceux qui croient au rôle des grands hommes dans l'histoire. Il n'y a pas que les grandes tendances, les grandes coulées de fond. Il y a aussi, parfois, Churchill, De Gaulle et aujourd'hui Zelensky, des hommes qui s'emparent de l'événement, qui se hissent au-dessus d'eux-mêmes et qui deviennent grands et qui rendent et qui contribuent, qui aident leur peuple à se grandir aussi. C'est ce qui se passe en Ukraine. Moi, vous savez, nous n'avons cessé avec mes camarades de tournage d'aller et de revenir en Ukraine. Et ce qui nous a vraiment stupéfait et ébloui, c'est la grandeur de ces femmes et de ces hommes. Voilà. Et vous le montrez dans le film. Il y a un autre extrait que je voulais montrer également pour le colonel Goya. C'est le rôle qu'ont les instructeurs étrangers qui viennent former les militaires ukrainiens. Vous en croisez un instructeur américain. On regarde l'extrait. Ready to go forward. Place on fire. Fire. This is also not a fucking toy. Это не игрушка. To authorize methods of carrying this rifle is in the high ready Можно двумя путями носить. Либо вверх, and the low ready. либо вниз. Colonel Goya, depuis 120 jours, il faut réapprendre ou apprendre depuis le début à certains à ne serait-ce que manier une arme. Oui, bien sûr, ça ne s'improvise pas. Un soldat, c'est un métier. Si je vous donne une Kalachnikov... Ah non, moi, je ne saurais rien en faire. Ça, voilà, donc ça demandera un peu de temps de formation. C'est un vrai métier. Et le vrai problème des Ukrainiens, c'est un problème d'apprentissage de ce métier, ou des différents métiers. Savoir servir un canon César, par exemple. Donc, ça demande du temps. Et ça demande aussi beaucoup des cadres et des instructeurs. Ce qui leur manque vraiment, en fait, c'est d'avoir des cadres. Au-delà des armes, c'est les cadres. C'est les cadres, des sous-officiers, des officiers en nombre suffisamment important pour pouvoir encadrer, former et instruire tous ces gens-là. Ils auraient ça dès le départ, ça y est, ils seraient invincibles. Et donc, ils se forment. Donc, c'est une grande école de formation, en réalité, à l'Ukraine, militairement. Donc, vous avez des centaines de milliers de gens qui apprennent à combattre. Et quand ils seront prêts, effectivement, ils pourront rejoindre les rangs. Et là, ça changera, là aussi, avec les équipements que l'on fournit, ça peut changer, effectivement, le rapport de force. Sachant que les Russes ne font pas le même effort de l'autre côté. C'est ça qui est important. Bernard Lévy. Enfin, ils sont relativement prêts tout de même. Les 2000 soldats qui ont défendu l'usine d'Azovstal à Mariupol pendant des dizaines de jours, ils étaient sacrément prêts. Oui, les hommes qui ont tenu à Mykolaïev ou qui ont repoussé, qui sont en train de reprendre des villages autour de Kherson, ils sont prêts. Non, l'armée ukrainienne, elle est peut-être mieux équipée en officiers, en sous-officiers que l'armée russe, qui elle en est vraiment dépourvue. Ça, c'est l'armée d'active, celle qui existait. Voilà. Oui. Là, je parle de tous les centaines de milliers de mobilisés, de territoriaux qui. Après, il y a en effet cette scène, ce qui est, me semble-t-il, moi, ce qui m'a intéressé dans cette scène dont vous avez montré un extrait, c'est que ça s'appelle l'opération Mozart. Ce sont des vétérans, c'est pas des militaires américains, ceux qu'on a vus là. Ce sont des vétérans de l'armée américaine, donc des hommes libérés de leurs obligations militaires, qui, de par leurs décisions personnelles, ont décidé de partir en Ukraine, comme des combattants français qui se trouvent dans le bataillon international. Et ils ont pris cette décision que je trouve magnifique. Face aux fameux commandos Wagner, qui sont des commandos de tueurs que l'on a vu opérer en Afrique et qui maintenant se sont rabattus sur l'Ukraine, de baptiser leur opération Mozart. Voilà, Wagner contre Mozart. Je voudrais qu'on sorte un instant du documentaire. Un programme. Pour s'attaquer effectivement, Bernard Lévy, à l'un des secrets les mieux gardés du Kremlin. À combien s'élève la fortune de Vladimir Poutine? Depuis des années, les journalistes révèlent l'existence de sociétés écrans, de yachts, de jets privés, de villas, sans établir de lien entre tous ces biens-là et Vladimir Poutine. Cette semaine, Nelson Djetel, un consortium de journalistes d'investigation, a finalement trouvé une connexion, un lien entre tous ces biens. Oui, et ce lien, c'est un nom de domaine d'adresse mail. Vous utilisez Gmail ou Yahoo ou votre adresse BFM TV comme tous vos collègues. Et bien là, les journalistes ont découvert que une adresse
LCC Invest était utilisé par 86 sociétés écrans qui n'avaient a priori rien en commun. A priori, rien en commun, mais elles se sont rendues compte que toutes ces sociétés écrans détenaient des avoirs ou des produits de luxe qui appartiendraient à Vladimir Poutine. On va faire la liste. Vous avez d'abord un Falcon 7X, comme celui-là, prix 50 millions de dollars. Ensuite, vous avez le yacht Sherazade, dont on a déjà parlé ici, prix 700 millions de dollars. Ce n'est pas le seul yacht que Vladimir Poutine détiendrait, il y en aurait 3 autres. Il serait aussi propriétaire, le président russe, tenez-vous bien, d'une station de ski, de plusieurs vignobles en Russie que vous voyez sur l'image, et évidemment d'un palace hallucinant dont on a déjà parlé ici aussi, sur la mer Noire, dont Alexei Navalny, l'opposant de Vladimir Poutine, avait révélé l'existence. Voici le palais le plus secret de Russie, le palais de Poutine situé près de Gelenchik. C'est le plus grand bâtiment privé et résidentiel de Russie. D'après les documents, il s'étend sur 17 691 mètres carrés. C'est un nouveau Versailles ou le nouveau palais d'hiver, un véritable palais royal. Un véritable palais royal, ça c'est l'extérieur, c'était l'extérieur, on vous emmène à l'intérieur. Nous allons dans une pièce qui est mentionnée en tant que bar à chicha sur les plans du palais. Canapé, table, lumière tamisée, l'ambiance parfaite pour discuter du budget. Allongé sur de doux coussins, le président et ses invités peuvent également profiter d'un spectacle. Cette salle est aussi équipée d'une petite scène et étonnamment, une barre de pole dance sort de la scène. On n'arrive pas à s'imaginer en quoi cette barre de pole dance est utile sur scène. Voilà, en fait, à chacune de ces révélations-là d'un produit de luxe, vous avez un proche de Vladimir Poutine qui dit non, ce n'appartient pas à Vladimir Poutine, ça m'appartient à moi ou ça appartient à une autre société écran, sauf que là, le consortium de journalistes a fini donc par trouver le lien entre tous ces produits de luxe. Toutes les entreprises ont le même nom de domaine. Souvent, elles ont le même directeur ou actionnaire. Ici, il y a une compagnie qui possède un yacht. Ici, une autre qui détient un hôtel. Une autre, une villa. Et encore une autre, un domaine viticole. Elles sont censées ne rien avoir en commun, mais en fait, tous les actifs sont liés à Poutine. Comment c'est possible qu'ils aient laissé ça, un lien aussi visible, aussi grossier ? Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à être découverts. Et le nom du domaine, LLC Invest, ne mène pas à Poutine lui-même. Et puis, il doit sûrement y avoir une raison logistique pour faciliter les communications. Voilà, faciliter les communications entre les différentes entreprises comme si elles avaient le même patron. En tout cas, les avoirs de ces 86 entreprises représentent 4,5 milliards de dollars. Mais est-ce que dans ces fameux mails, le nom de Poutine est sorti? Alors non, jamais, mais LCC Invest, le nom du domaine, est une excellente piste pour continuer à tirer le fil jusqu'au Kremlin. Et je vous livre une information que le journaliste m'a livrée tout à l'heure. Le consortium travaille sur 14 autres sociétés écrans supplémentaires, valeur estimée 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars. On le sait, on a depuis le début de cette guerre, on s'intéresse depuis le début de cette guerre à la fortune de Poutine ici. On s'y intéressait avant, mais surtout depuis le début de cette guerre, à la fortune de Poutine, à ses relations, etc., à sa famille, etc. Le problème, c'est que ces informations-là, elles n'arrivent pas jusqu'à la Russie. Tout ce qu'on dit là, ce soir, ça n'arrive jamais, ou très peu. Une petite partie du peuple russe, Bernard-Henri Lévy. C'est là où ça bloque jusqu'à maintenant et qui fait que Poutine est intouchable. Pas tant que ça. Rappelez-vous, lorsque Navalny a diffusé cette fameuse vidéo sur YouTube, elle a été vue, je crois, des millions de fois, y compris en Russie. Par beaucoup de jeunes. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a été emprisonné, mis au secret et détenu dans des conditions probablement peut-être effroyables. Donc non, on disait déjà ça, vous savez, moi, j'ai hélas un peu de mémoire, mais avant 1989, avant la chute du mur de Berlin, on disait déjà les dissidents sont une minorité, les informations sur le goulag, c'est l'Occident qui les a, et ça ne pénètre pas les couches de l'atmosphère russe. En vérité, on a découvert plus tard que oui, que les peuples ne sont pas sots, ils ne sont pas si ignorants qu'on le croit, l'information circule. Et moi, je suis convaincu, et je crois même d'ailleurs pouvoir le dire, que bien plus nombreux qu'on ne le croit sont ceux qui sont au fait de ce scandale kleptocrate dont vous venez de faire la description. Je crois qu'ils le savent. Mais est-ce que vous pensez que, alors si vous dites que beaucoup sont au courant, en tout cas plus que ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous pensez qu'au final, ça peut fragiliser Vladimir Poutine? Est-ce que l'issue de Poutine, c'est d'être, à un moment donné, chassé du pouvoir d'une manière ou d'une autre par des Russes, par une opposition russe qui, pour l'instant, est soit inexistante, soit martyrisée, comme on l'a vu avec Navalny?
Elle est martyrisée avec Navalny, elle ne l'est pas avec... Elle a d'autres visages, l'opposition russe. Parmi les visages connus, il y a le grand champion d'échecs Garry Kasparov, qui est un des visages de l'opposition. Il y a Mikhail Khodorkovsky, qui sont en exil, mais qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et sur la scène politique russe, quoique à distance. Donc, elle existe. Et surtout, ce que l'histoire nous a appris, je crois, c'est que rien n'est plus fragile qu'un dictateur. On les croit forts, ils se croient eux-mêmes invulnérables, et c'est généralement des colosses aux pieds d'argile. Et dans le cas de Poutine, on voit assez bien la mécanique. C'est un pouvoir qui tient par la guerre renouvelée. Alors il y a eu les 2 guerres de Tchétchénie, il y a eu la guerre de Géorgie, il y a eu la guerre de Syrie, il y a aujourd'hui la guerre d'Ukraine. Imaginez un instant qu'une de ces guerres soit perdue. Imaginez une seconde qu'il soit humilié, mais pas par l'Occident, qu'il soit humilié par un vaillant petit peuple ukrainien qui lui donne une leçon de courage. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce qui remplacera Poutine ne sera pas pire ? On l'a déjà vécu dans l'histoire récente. Je ne vais pas vous rappeler la Libye, etc. Mais ça s'appelle la loi des reins de l'oligarchie, en fait, où le système est tellement verrouillé avec des élites qui détiennent les richesses et qui contrôlent le pouvoir politique. Il n'y a pas de loi en des fait, reins. tout le monde des gens se battent pour les remplacer, mais que la situation reste enquistée de la même manière. C'est seulement les protagonistes qui changent. Il n'y a pas de... Enfin oui, ça arrive, mais ce n'est pas une loi des reins. Lorsque Mussolini est renversé, lorsque Hitler est défait, ils ne sont pas remplacés par des membres de leur clan. Il y a des moments où l'histoire bascule. Et la Russie, en effet, alors ça, je le crois vraiment, c'est un très grand peuple avec une immense culture et civilisation. Il mérite mieux que Poutine. Et la Russie que je connais, dans laquelle j'allais avant d'y être interdit, puisqu'aujourd'hui je suis interdit de séjour en Russie depuis quelques années, eh bien, c'est une Russie qui rêvait à autre chose, qui rêvait aux valeurs qu'avait incarnées, je ne sais pas, Sakharov, la dissidence, et qui rêve d'un pays qui ne commettrait pas ces atrocités à Boutcha ou ailleurs. Donc, on ne peut jamais dire qu'une dictature est éternelle et je crois qu'on ne peut pas prédire que ce qui viendra après sera pire. Non, je ne pense pas. Non, il n'y a pas de loi là-dessus. Mais effectivement, quand on regarde ceux qui gravitent autour de Poutine aujourd'hui, qui pourraient prendre sa place et donc qui sont sortis, etc., ce n'est pas des enfants de cœur d'une certaine manière. Donc rien ne dit que ça s'améliorera derrière pour les Russes et pour les pays autour. Mais là, en effet, vous faites allusion vous décrivez une révolution de palais. Révolution de palais, en effet, c'est Beria après Staline. Mais imaginez une révolution populaire, comme il y en a eu au moment de la chute du mur de Berlin. Et là, il n'y a plus de camarilla, il n'y a plus le petit gang poutinien, il y a autre chose. Il y a des femmes et des hommes neufs. Václav Havel, vous savez, quand il a pris le pouvoir en Tchécoslovaquie, qui s'appelait encore la Tchécoslovaquie, c'était pas quelqu'un sur le banc des remplaçants qui monte en première ligne. Il y a des moments de bascule de l'histoire. Et il n'est pas impossible, personne n'en sait rien, mais que cette guerre d'Ukraine, elle soit essentielle aussi pour cela. Elle peut tourner au pire, c'est-à-dire qu'elle peut tourner à la déstabilisation de l'Europe, elle peut faire monter chez nous les populistes, il peut y avoir d'autres bouts de chat, tout cela, ce qu'à Dieu ne plaise. Mais elle peut aussi avoir cette issue-là, c'est-à-dire provoquer un énorme dégel dans toute la région, y compris la Russie. Pourquoi l'Ukraine ? Ce sera diffusé mardi prochain sur Arte. Ce sera en face de nous, en plus, Bernard-Henri Lévy. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous avez à cette heure-là ? Nous vous ? Ah bah oui. Nous, on est là. Ah bah oui, on sera là forcément mardi prochain. Vous voyez, notre générosité, quand même. Eh bien, exceptionnellement, je vous regarderai tout de même, parce que je connais mon film. Non, vous le connaissez par cœur, votre documentaire. Pourquoi l'Ukraine, mardi prochain ? Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous les 5 également de m'avoir accompagné. Dans un instant, Rachid Embarki pour le Journal de la Nuit, en direct sur BFM TV.